Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 13 de la saison 3. Lorsque j'ai enregistré l'épisode avec l'agence de la biomédecine, représentée par le docteur Ducroc, on s'est dit qu'il y avait des sujets que nous n'avions pas à aborder. Et puis, chaque jour vous me posez ces mêmes questions sur lesquelles nous avions pointé un manque de réponses claires. Alors j'ai eu l'envie de réenregistrer, cette fois-ci pour obtenir des réponses plus précises sur la mise en application de la loi bioéthique au niveau de la levée de l'anonymat. C'est le docteur Devienne qui s'est plié à l'exercice, et je l'en remercie, pour répondre à des questions telles que quels seront les choix que nous aurons, comment nos enfants pourront accéder à leurs origines, quelles sont les obligations des futurs donneurs, à partir de quand seront réellement appliquées les nouvelles règles. On entend beaucoup la date du 1er septembre 2022. Alors oui, c'est une date importante, celle à partir de laquelle les donneurs devront obligatoirement laisser libre l'accès à leur identité. Vous l'entendrez dans l'épisode, cette date n'est qu'un début, celui de l'accès aux origines pour l'ensemble des enfants issus de dons depuis l'ouverture de l'accès aux dons de gamètes. Le docteur Devienne est aussi très rassurante sur l'état des stocks de paillettes. Par contre, elle nous alerte sur celui des ovocytes et porte de grands espoirs sur nos candidatures potentielles, car elle sait que nous sommes les premières sensibilisées à l'importance capitale de l'accès aux dons. Cet épisode est riche en réponses. Je vous invite à les partager le plus possible autour de vous, associés au premier bien sûr. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour docteur Devienne. Bonjour. Je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour cet enregistrement à ma demande. Du coup, je suis revenue vers l'agence de la biomédecine suite au premier enregistrement que j'avais effectué avec le docteur Ducroc parce que j'ai eu beaucoup de questions de mes auditeurs et de mes auditrices autour de la question du donneur et surtout de l'accès aux origines. Donc, je me suis dit que ça valait vraiment le coup de réenregistrer pour pouvoir poser les questions complémentaires. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, je suis le docteur Claire Devienne, je suis médecin gynécologue de formation et j'ai travaillé dans un centre qui fait de la fécondation in vitro, du don de gamètes et maintenant je travaille pour l'agence de la biomédecine comme référente en assistance médicale à la procréation. D'accord. Et donc du coup, vous ne faites plus que ça en temps complet sur l'agence? En temps complet, je travaille pour l'agence sur des missions de proposition de textes réglementaires, pour des thématiques d'évaluation des résultats des centres qui font des fécondations in vitro et des laboratoires qui font des inséminations, sur des missions d'information, et puis l'agence s'occupe aussi d'AMP vigilance, c'est-à-dire de recueillir toutes les signalements d'événements indésirables dans le domaine pour les femmes qui sont dans les parcours d'AMP. D'accord. Oui, donc c'est là qu'on redéfinit un peu le rôle de l'agence de la biomédecine. Si on peut faire quelque chose d'assez simple, parce que la dernière fois on en avait parlé déjà, et c'est vrai que c'est pas hyper simple de comprendre en fait quel est l'environnement, on va dire, de l'agence et savoir à quoi elle mène, quelles sont ses missions au quotidien. Donc là actuellement, de ce que vous me dites, vous avez plusieurs types de missions. Est-ce que vous pouvez me les redéfinir ? Oui, dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation, l'agence de la biomédecine, elle est là pour accompagner les centres et accompagner les patients. Donc l'accompagnement, c'est à la fois de l'information, par exemple ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, c'est aussi informer les professionnels, par exemple sur des aspects juridiques, et puis c'est aussi travailler conjointement avec le ministère de la Santé, parce qu'on est sous un établissement public sous tutelle de ce ministère de la Santé et des Solidarités. Et les législateurs ou le ministre peuvent demander à l'agence des propositions de textes réglementaires. Par exemple, la loi de bioéthique qui vient de sortir prévoit que y ait un arrêté
qui définissent des règles d'attribution des gamètes et des embryons dans le cadre du don. Ces règles d'attribution, c'est un texte qui est proposé par l'Agence de la biomédecine. Alors l'Agence de la biomédecine, elle s'entoure de toutes les compétences possibles, des experts, des associations de personnes concernées, et ensuite, une fois que le texte est abouti, elle le propose au ministère de la Santé. Donc c'est vous qui faites toute l'étude en fait, qui faites toute l'étude autour de la rédaction du texte et qui rédigez le texte. C'est nous qui réunissons les personnes expertes et les personnes concernées pour travailler une proposition de texte. D'accord. Okay. Dans le compte cadre que j'ai pris en exemple, une proposition de texte pour une harmonisation des pratiques sur le territoire français. D'accord. C'est vrai que c'est rassurant de savoir que vous allez chercher des experts, on s'en doutait un petit peu, mais aussi des personnes concernées. Et donc du coup, vous prenez la température du terrain pour établir un texte de loi qui soit le plus proche possible de ce qui est attendu par le terrain. C'est exactement la mission de l'agence et la façon dont elle travaille depuis toujours dans les faits. Voilà, c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. D'accord, ok. Et donc là, aujourd'hui, je suppose que là vous êtes complètement sous l'eau ou en plein dans le feu de l'action, parce qu'il y a encore, on en discutait puisqu'on s'est vu un petit peu avant, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas établi, beaucoup de textes de loi qui donc du coup vous ont été refilés entre guillemets par la loi, puisque elle a prévu que ce soit vous qui rédigiez la mise en application. Et aujourd'hui, sur la nouvelle loi bioéthique, on se pose encore beaucoup de questions, notamment concernant. Alors là, voilà, aujourd'hui, j'aimerais vraiment axer plus sur l'accès aux origines. Mais évidemment, on va forcément dévier sur les donneurs et on a pas mal de points à voir ensemble sur notamment des stocks de dons qui sont quand même finalement très rassurants. Concernant l'accès aux origines, les questions qui se posent la plupart du temps, c'est déjà pour commencer, à quoi vont avoir accès les enfants qui sont issus de dons. Alors évidemment avant le 1er septembre 2022 et après le 1er septembre 2022. Oui, ça c'est la date importante à retenir. Avant le 1er septembre 2022, les personnes qui sont nées d'un don ne peuvent pas encore faire de démarche de demande d'information. Ces démarches pourront commencer à partir du 1er septembre de l'année prochaine. Et ce seront des démarches forcément auprès d'une commission qui va être créée spécialement pour ça. Les informations que pourront demander les personnes nées de dons, c'est soit des informations sur l'identité, soit des informations qui ne permettent pas d'identifier le donneur, soit demander à avoir accès à l'ensemble des informations. D'accord. Donc, quand on parle d'identité, on parle de nom, prénom, date de naissance, mais on parle pas de donner en même temps une adresse. Oui, ça, c'est à rechercher après. Ni de mettre en contact. C'est vraiment l'identité. Et en ce qui concerne les données non identifiantes, la loi, elle prévoit que dans ces données non identifiantes, il y ait l'âge au moment du don, le pays de naissance, le statut matrimonial, la situation professionnelle, les caractéristiques physiques, l'état général de la personne qui a donné tel qu'elle peut le décrire, et les motivations de la personne rédigées par ses soins. D'accord. Ah oui, ça c'est hyper intéressant. Parce que c'est souvent la question qui se pose en fait. C'est pourquoi mon donneur s'est lancé dans cette action-là. Ouais. Ah, c'est très intéressant. C'est vrai que souvent on entend que les enfants issus de dons recherchent une pièce du puzzle, et d'ailleurs c'est la communication de l'Agence de la biomédecine autour de l'accès aux origines. Et souvent, voilà, c'est vraiment cette question-là, et savoir, souvent c'est aussi les caractéristiques physiques. Donc des fois, les enfants issus de dons n'ont même pas besoin de l'identité. Ils ont juste besoin de savoir ce qui est à leur mère, ce qui est à leur donneur, et comprendre un peu pourquoi ils sont comme ça, en fait. Ok, c'est hyper intéressant. Du coup, on va parler de la commission, justement, de la fameuse commission, et des enfants nés issus de dons avant le 1er septembre 2022. Est-ce que eux aussi pourront avoir affaire, en tout cas pourront référer à cette commission du moment où la levée de l'anonymat va se mettre en place, donc au 1er septembre 2022? Est-ce que tous les enfants nés avant auront aussi accès à cette levée de l'anonymat ou pas? Le nouveau droit, il prévoit que toutes les personnes nées d'un don, quelle que soit leur date de naissance, aient accès à cette possibilité de demander des informations sur le donneur. Donc, à partir du 1er septembre de l'année prochaine, des gens frapperont à la porte de la commission, à n'en pas douter, pour avoir des informations. Je crois. Mais dans un premier temps, alors oui, ce qui est intéressant peut-être de préciser, c'est que cette commission, c'est pas elle qui aura une base de données. La base de données, le législateur a prévu que ce soit l'Agence de la biomédecine qui soit chargée
d'héberger cette base de données. D'accord. Avec bien sûr toutes les conditions qui vont bien pour le RGPD, la CNIL, etc. Ça, c'est tout un processus. Donc c'est aussi pour ça qu'il y avait besoin de décaler la date de mise en application de cette mesure, parce qu'il faut créer une commission, d'une part, mais il faut aussi créer le registre de l'Agence de la biomédecine. Ouais, ça prend du temps. Pour clarifier un peu le rôle de chacun, la commission, c'est auprès du ministère de la Santé, et le registre, c'est l'Agence de la biomédecine. D'accord, ok. Et donc la commission vous interrogera, l'Agence de la biomédecine? La commission interrogera l'agence, qui répondra en fonction de ce qu'elle a dans sa base de données. Mais le 1er septembre 2022, par définition, il n'y aura encore rien dans la base de données. Ouais, c'est sûr. Donc, pour toutes les personnes nées d'un don et qui seront majeures et qui viendront début septembre faire ces demandes, eh bien, la commission n'aura pas d'informations de la part de l'agence. Donc, il est prévu que la commission puisse demander au centre de don l'identité de la personne qui a fait le don à l'époque. Si cette identité est retrouvée, la commission, par tout moyen, va essayer de retrouver cette personne et lui poser la question. Vous avez fait un don, est-ce que vous souhaitez, oui ou non, modifier le consentement que vous avez signé à l'époque et permettre à cette personne d'avoir accès à des informations qui vous concernent, identifiantes et non identifiantes. Lui, il n'aura pas le choix de sélectionner qu'une partie des informations à transmettre. Il devra donner les deux, l'accord pour les deux. Il devra donner l'accord pour les deux, ou l'accord pour aucun des deux. Oui, mais voilà. il ne peut pas décider de ne donner que des informations non identifiantes. D'accord. Oui, du coup, c'est très engageant. Il ne peut pas dire le contraire. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, cette commission, ça semble logique, elle pourra n'apporter aucune réponse dans l'immédiat, soyons clairs, si les donneurs ne donnent pas l'accord. Du coup, ne donnent pas leur consentement. Dans ce cas-là, la commission informera qu'il n'y a pas de consentement, mais ça ne veut pas dire que le donneur n'a pas été retrouvé. Ou elle informera que le donneur n'a pas été retrouvé. Comment ça va se passer en fait? Alors ça, ce sont des modalités qui ne sont pas encore définies. Donc là, je ne peux absolument pas répondre à la question. C'est trop tôt. D'accord. Il faudra que je revienne pour un autre podcast. On refera ça. Ça sera sorti. Mais pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se faire précisément. Oui. Ce qu'on sait, c'est si l'ancien donneur refuse, aucune info n'est transmise. D'accord. Si l'ancien donneur ne répond pas, aucune info n'est transmise. Si l'ancien donneur est décédé, aucune info n'est transmise. D'accord. Ah oui, donc il y a aussi ça. C'est vrai que forcément, sur des premiers dons qui ont eu lieu dans les années 80, le donneur peut être décédé. C'est ça. Et alors, la question qui se pose aussi, nécessairement, c'est la question des archives. Parce que je suppose que les archives des années 80 des SECOS, des centres de dons, pardon, ne sont pas forcément, je suppose qu'elles doivent être conservées, mais depuis les années 80, il peut s'être passé plein de choses. Il peut y avoir des pertes d'archives, il peut y avoir des incendies, il peut y avoir toutes sortes de difficultés à retrouver certaines informations. Oui. Ça, on verra, on ne sait pas encore, hein. Mais ça peut être extrêmement difficile pour un professionnel d'un centre de dons en 2022 de trouver des informations qui datent des années 70-80. Oui, ça va nécessiter nécessairement de mettre des personnes sur ces recherches aussi, parce que je suppose que c'est pas les médecins qui pratiquent les inséminations, les filles, qui vont pouvoir faire des recherches pour retrouver des donneurs. Il va falloir les faire, en tout cas, ces recherches. Des fois où les archives sont toujours bien conservées, voilà. Oui. Ok. Bon, ça c'est super intéressant. Et donc, à partir du 1er septembre 2022, donc les enfants issus de dons, donc finalement 18 ans après, donc on en arrive à 2040, les enfants auront donc accès systématiquement, à leur demande bien sûr, à toutes ces informations, identifiantes, non identifiantes, à leur choix. Enfin, ils peuvent demander que les non identifiantes, ou que les identifiantes, ou la totalité, c'est bien ça. Alors, je vais préciser quelque chose. C'est pas tous les enfants nés à partir du 1er septembre. Ah oui, c'est vrai. Parce que, à partir du 1er septembre, c'est la date à partir de laquelle toutes les personnes qui donnent leurs gamètes consentent forcément à l'accès aux origines. Donc, forcément, ils auront accepté de donner des infos. Par contre, on continuera à utiliser les gamètes, les spermatozoïdes des anciens donneurs. Parce que l'objectif du législateur, c'est qu'il y ait une période transitoire dans laquelle on vide les anciens stocks, parce qu'il y a beaucoup de paillettes de spermatozoïdes en stock, il y en a plus de 80 000. À la veille de la publication de la loi, plus de 80 000 paillettes. Alors ça ne veut pas dire 90 000 naissances, hein, attention. Hein. Non, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, il y a tout un stock, et c'est grâce à ce stock qu'on va pouvoir délivrer des paillettes aux nouvelles personnes concernées par l'AMP. Donc tous les couples de femmes, les femmes seules qui arrivent, là, c'est vraiment beaucoup de demandes d'un coup pour les centres, mais c'est aussi grâce à ce stock
que les centres vont pouvoir répondre et délivrer ces gamètes, ces spermatozoïdes. Mais donc ce stock-là, il va continuer à être utilisé. Et pendant qu'il va être utilisé, on va constituer le nouveau stock à partir du 1er septembre 2022. Pour pouvoir poursuivre ensuite. Pour que, même quand on aura terminé d'utiliser le premier stock, le stock des anciens donneurs, on pourra, sans rupture des soins, continuer à délivrer des paillettes de donneurs. D'accord. Alors forcément, me vient une question, parce que je crois que c'est un petit peu ce qui inquiète ou ce qui intéresse mes auditeurs, c'est de savoir, j'ai quand même beaucoup d'auditeurs qui souhaitent avoir un donneur qui est non anonyme. Est-ce que, à leur demande, à partir du 1er septembre 2022, elles pourront, je dis elles parce que c'est nécessairement des femmes qui vont avoir accès, choisir un donneur anonyme ou non anonyme? Est-ce qu'il y aura le choix pendant ce laps de temps? Le législateur a prévu qu'il n'y ait pas le choix. D'accord, ok. C'est pas à la demande de la personne que sont attribués les spermatozoïdes des donneurs. C'est fonction du stock. C'est en fonction du stock. Il faut d'abord utiliser l'ancien stock. Voilà. Donc le stock des donneurs qui ont déjà donné. Avant la mise en œuvre de la loi de bioéthique, les anciens donneurs, à partir du 1er septembre 2022, ils pourront aussi se manifester et dire qu'ils souhaitent modifier leur consentement. Mais c'est eux qui devront le faire, c'est pas l'agence de la biomédecine qui ira les chercher. Non, c'est pas l'agence. L'agence doit informer tout le monde pour dire que les anciens donneurs ont cette possibilité, mais ça doit être une démarche de la personne qui a fait le don avant le 1er septembre 2022. C'est hyper important à savoir, parce que s'ils le savent pas, ils pensent qu'ils vont être contactés et qu'ils le font pas, enfin voilà. Là, c'est particulièrement, c'est vrai pour tous les anciens donneurs, mais aussi vrai pour les donneurs qui donnent en décembre 2021. Et ils sont informés que en septembre prochain, ils peuvent dire ok, moi j'accepte de changer mon consentement, ce qui fait qu'on pourra continuer, on pourra du coup utiliser leurs paillettes encore en stock pour plus tard dans le nouveau stock. D'accord, parce que c'est vrai que le risque, a priori, ce sera pas le cas. Je pense que la date qui sera établie pour arrêter d'utiliser l'ancien stock sera établie intelligemment pour éviter les pertes. Mais il y a quand même une échéance qui va devoir être actée à un moment donné pour définir à quel moment on arrête le don anonyme. Alors c'est une date qui sera déterminée plus tard. On va pouvoir suivre l'évolution de ce stock. Et c'est une date qui va être déterminée plus tard par décret du ministre de la Santé. Ce fameux décret. Il y a plusieurs décrets qui sont attendus quand même, je crois. Plusieurs décrets, plusieurs arrêtés, oui. Oui. D'accord, ok, bon ça c'est assez clair. Et alors, du coup, parce que on en arrive forcément là, mais si le législateur ne laisse pas le choix pour l'accès aux origines, enfin pour savoir si le donneur a donné son consentement pour l'accès aux origines ou pas, est-ce qu'il laisse le choix, alors est-ce qu'on peut dire le choix, je sais pas, mais est-ce qu'il laisse le choix de certaines caractéristiques ou de valider certaines caractéristiques dans le choix du donneur? Enfin, en gros, est-ce qu'il y a un choix du donneur fait par les familles? Alors le choix que peuvent faire les personnes qui demandent de faire une AMP avec tiers donneur, elles peuvent faire le choix de demander qu'il y ait un appariement sur des caractéristiques physiques. Un appariement. Est-ce que vous pouvez ça veut dire choisir et demander que la personne qui donne ses gamètes ait une certaine ressemblance physique avec elle-même. D'accord. Et le législateur a voulu que ce soit harmonisé, que en France, cet appariement, ces règles sur comment est-ce qu'on choisit le donneur pour quel receveur ou quelle receveuse, ce soit quelque chose qui soit établi de façon nationale. D'accord. Donc ça va faire l'objet d'un texte, d'un arrêté, qui sera publié dans les semaines ou mois qui viennent. D'accord, ok, encore. Donc ça, on ne le sait pas encore précisément, on attend qu'il soit publié. D'accord. En tout cas, l'objectif de législateur, c'est que cet appariement, donc cette recherche d'un donneur qui ait des caractéristiques physiques proches de la personne receveuse, ce soit quelque chose qui soit réalisé par le médecin du centre de don à la demande de la personne. D'accord, mais du coup, c'est proche de la personne receveuse. C'est pas proche de la conjointe de la personne receveuse. On verra ce que dira l'arrêté. Voilà, ok. Très bien. Donc ça, je le comprends. Je comprends complètement. Et c'est vrai que là, on est un peu, c'est ce que on se disait, on est un peu dans un entre-deux où il y a des réponses qu'on n'a pas encore. D'où le probable prochain enregistrement ensemble quand on aura un peu plus de réponses. Mais en tout cas, voilà, c'est hyper intéressant de savoir que pour le moment, de toute manière, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est utilisation des stocks existants jusqu'à une date qui permettra de ne pas en perdre trop. Et on va retenir que pour le moment, le choix qui est fait du donneur, il est fait par le centre de don
et pas par la famille. Ce qui semble assez logique quelque part, parce que on en parlait hier, vous me disiez que on n'est pas du tout sur la même situation que pourraient avoir les États-Unis, où là, le choix des caractéristiques physiques, enfin, c'est des listes sur lesquelles les gens choisissent. Et c'est vrai que Oui, il y aura pas de catalogue, hein. On choisira pas. Moi, j'en veux un qui fasse plus d'1m90, les yeux bleus et les cheveux longs. Non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. C'est pas comme ça. Oui, bon, ça paraît complètement logique, hein, franchement. Bon, c'est pareil, hein, il y a des gens des détracteurs, on va dire, de nos familles, qui ont tendance à dire qu'on peut aussi choisir le sexe de nos enfants, mais rassurez-moi, c'est pas possible. Hein. Non, c'est pas possible. En fait, j'en ai complètement conscience, mais j'avais envie quand même que d'autres personnes l'entendent. Ok, merci beaucoup pour ça. Et puis je pense que c'est important de redire que c'est pas parce que un donneur a été attribué à quelqu'un ou à un couple parce qu'il a la même couleur de peau que l'enfant lui ressemblera. Oui, non, mais ça ou c'est les sûr. cheveux ou les yeux. Hein. Là vraiment, je crois que c'est important de dire que la ressemblance, elle passe pas comme ça. Hein. C'est pas des critères un peu basiques qui font que la ressemblance est totale. Donc c'est important de le rappeler quand même. C'est ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. Et il y a rien qu'à voir dans une fratrie, dans un couple hétérosexuel, ça reste le même papa, la même maman, et les enfants sont tous complètement différents. Moi, j'aime bien rappeler que mon papa et ma maman ont tous les deux les cheveux bruns et les yeux noirs. Et moi, je suis blonde aux yeux bleus. Comme oui, tel que je vous vois, je constate. Voilà. Donc bon, la ressemblance sur la couleur des cheveux et des yeux, c'est tout ce qu'il y a de plus relatif, c'est ça, les joies de la génétique. Oui. Et donc du coup, nécessairement, j'ai une autre question qui vient. Qu'en est-il des futures fratries ? C'est-à-dire, je développe ma question. Une famille qui aurait le bénéfice, je trouve pas le bon mot, pardon, mais qui bénéficierait, ce sera mieux, d'un don actuellement, pourrait-elle demander que les futurs enfants aient le même donneur ? Concrètement, mettre ça en place, c'est extrêmement complexe. Parce que ça veut dire garder sous embargo des paillettes pour un hypothétique projet d'autres enfants, deuxième, troisième, on sait pas, peut-être des personnes qui reviendraient pas. C'est quand même très compliqué à mettre en place. Donc, c'est vrai que je comprends, mais je vous demande ça parce que, en fait, quand nous, on a accès à la PMA actuellement à l'étranger, ce qu'on fait, c'est que souvent, en fait, on achète des paillettes et donc on garde notre stock de paillettes. Donc, nécessairement, logiquement, on peut avoir cette possibilité-là, mais parce que nous, on la prévoit et parce qu'on fait notre stock, en fait. En France, le don, c'est bien quand je le rappelle maintenant, c'est que c'est vraiment gratuit, anonyme, volontaire. Et le côté de la gratuité fait que personne n'achète les paillettes non plus. Qu'on n'a pas non plus une pléthore de capacité à les attribuer définitivement à une personne ou à un couple. Donc en pratique, c'est absolument pas quelque chose qui peut être mis en place en France, en tout cas pour l'instant. Oui. En plus, effectivement, là, la difficulté, encore une fois, c'est de perdre du stock, finalement. Par curiosité, combien de temps ça se conserve, des paillettes ? Théoriquement, ça peut être indéfini. Hein. D'accord. Je me demandais s'il y avait une date de péremption. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Il y a pas de date de péremption. Il y a des paillettes qui peuvent être conservées des années sans altérer leur qualité. D'accord, ok. Donc là, je crois qu'on a répondu à pas mal de questions. Hier, on a parlé aussi de la qualité des stocks. Enfin, pas de la qualité, mais de la quantité des stocks. Et vous m'avez dit d'ailleurs, donc, vous venez de le rappeler, assez estomaqué, en m'annonçant qu'il y avait, je crois, quelques 88 000 paillettes en stock. Donc, j'avoue que j'ai été bluffée parce qu'en fait, nous, on a peur du manque de stock, clairement. On s'est dit, enfin, on nous parle tout le temps du fait que c'est hyper long, hyper compliqué d'avoir un donneur, que les parcours de PMA sont ralentis parce que l'accès aux dons de gamètes est compliqué. Donc là, c'est donc hyper rassurant. Par contre, vous me disiez que, et je pense que c'est important qu'on en parle aujourd'hui, que c'est pas du tout la même chose pour le don d'ovocytes. Le don d'ovocytes, c'est une situation où il y a un manque très important de femmes qui donnent. Alors, elles ont beau être plus nombreuses les donneuses que les donneurs. Hein. Il y a 800 et quelques donneuses et 300 donneurs par an en France. Et en fait, un donneur, il peut donner et permettre la naissance de jusqu'à 10 enfants. Une donneuse, c'est pas du tout le cas. Elle donne 10-15 ovocytes et il faut en général 2 fois plus de donneuses que d'enfants qui naissent d'un don. D'accord. Ah oui, oui, alors vraiment l'efficacité n'est pas du tout la même. Pas du tout. D'une part, il y avait beaucoup plus de besoins et de demandes de la part des personnes pour recevoir des ovocytes de donneuses. Alors qu'il y avait, avant l'ouverture de l'AMP pour toutes les femmes, c'était 2000 demandes pour des dons de spermatozoïdes par an. Donc là, ça va être largement multiplié, mais il y avait beaucoup plus de demandes d'ovocytes de dons plutôt que de spermatozoïdes.
d'une Ah part. oui, en plus. Oui, mais après, ça semble pas incohérent finalement, parce que souvent, les couples qui sont en AMP, ils n'ont pas forcément besoin d'un don d'ovocytes ou d'un don de gamètes, tout court. Ils ont besoin d'aide dans la conception. Oui, D'accord. exactement. D'accord. Il manque de donneuses pour plusieurs raisons. D'abord, on a besoin de beaucoup plus de donneuses que de donneurs, parce qu'il y a beaucoup plus de demandes de dons d'ovocytes que de demandes de dons de spermatozoïdes. Mhm. Que les démarches pour faire un don d'ovocytes, elles sont plus dures que pour faire un don de spermatozoïdes, de fait, hein. Oui, c'est sûr. Puisqu'il faut un traitement hormonal, il faut une ponction des ovaires au bloc opératoire. Donc vraiment, c'est important de remettre l'accent sur le fait que le don d'ovocytes, c'est vraiment un domaine sous tension et c'est vraiment important d'en parler. Et en parlant, je n'exclus pas les couples de femmes et les femmes seules, parce qu'elles vont elles aussi, pour certaines, être confrontées à une infertilité liée à un problème d'ovocytes, de qualité des ovocytes, de quantité des ovocytes. Et il est tout à fait probable, et statistiquement certain, qu'il y a un certain nombre de femmes qui viennent pour demander un don de spermatozoïdes se voient confrontées à une annonce de problèmes ovariens ou ovocytaires. Donc il y a aussi des femmes seules et des couples de femmes qui vont probablement être orientés vers des parcours de don d'ovocytes en plus du parcours de don de spermatozoïdes. Oui, c'est vrai. Donc le besoin en ovocytes, il est majeur aujourd'hui. Oui. C'est sûr que ça va augmenter aussi encore plus, du coup. Encore plus. Et le besoin, il est aussi en diversité des donneurs et des donneuses. Parce que les donneurs et les donneuses aujourd'hui, ils sont pas un reflet de toute la diversité qu'il y a dans la population. Notamment, on parlait d'appariement au niveau de la couleur de la peau, ne serait-ce que ce critère-là. Ouais. Il manque énormément de donneurs et de donneuses noirs, asiatiques, maghrébins, tout ce qu'on veut. Oui. En fait, finalement, vous avez beaucoup. Les donneurs que vous avez sont majoritairement blancs de peau. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai que on se pose pas trop la question. Alors, c'est sûrement parce que moi-même, je suis blanche, donc je me suis pas trop interrogée là-dessus. J'aurais pas imaginé, je sais pas pourquoi, je pensais que la diversité était la même, dans les dons, la population qui donne était la même que dans la population actuelle, dans la population française, en fait. C'est bon à noter. Et je pense que c'est là où il va falloir que nous aussi, qui avons accès et qui avons recours à ces dons, soit on puisse donner, alors moi je suis hélas plus dans la catégorie d'âge le permettant, mais qu'on puisse nous donner, ou en tout cas véhiculer au maximum l'information. Je crois que vous êtes les mieux placés pour savoir en parler, convaincre, expliquer à quel point c'est important, avec les ambassadrices du don de gamètes en général, hein, c'est sûr. Après, je sais pas si ça peut vous rassurer, mais c'est vrai que depuis que j'ai diffusé autour du don, donc depuis le début de l'année scolaire, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues vers moi en me disant qu'elles se lançaient dans le parcours. Après, ça veut pas dire qu'elles pourront donner, mais elles sont dans le parcours. Les centres nous disent qu'ils sont très agréablement surpris par le fait qu'il y a beaucoup de candidats aux dons depuis la rentrée. Là. Alors c'est l'effet publication de la loi, c'est l'effet de la campagne de communication de l'agence. Et c'est vrai que il y a vraiment maintenant un début d'élan, donc ça c'est formidable. Mais je tiens à rappeler que les professionnels dans les centres, ils vivent une période qui est exaltante et en même temps pas facile. Parce que il faut accueillir tout le monde, à la fois les personnes demandeuses et puis à la fois les nouveaux donneurs, nouvelles donneuses. Et que là, c'est un moment où ils ont besoin de bras. Ils auront besoin d'ouvrir énormément de consultations. Donc c'est vraiment une période de transition qui est pas facile, et je leur tire mon chapeau parce que ils font un travail énorme en ce moment. Oui, c'est ce que je voulais, c'est ce sur quoi je voulais appuyer tout à l'heure en disant que même pour les recherches, il allait falloir des bras dans les archives, parce que mine de rien, je pense que d'un coup d'un seul, se retrouver avec cet afflux-là, ces demandes, tout ça, vous allez mettre des offres d'emploi, c'est pas possible. ça peut pas fonctionner. Les professionnels ont déjà beaucoup insisté, déjà il y a un moment de la publication de la loi, sur les besoins qu'ils ont d'embaucher. Et le ministère de la Santé a entendu ça, et de l'argent a été alloué et est arrivé dans les établissements pour les aider, pour embaucher, pour acheter des équipements. Donc ça, c'est un travail en cours. Et l'agence de la biomédecine s'est vue confier une nouvelle mission par le ministère, qui est celle de suivre la mise en œuvre de la loi de bioéthique et de l'ouverture de l'AMP pour toutes les femmes, pour comprendre cette mise en œuvre et puis aider au mieux, éventuellement comprendre où peuvent se situer les éventuelles difficultés. Oui.
C'est sûr que je pense qu'il faut qu'on soit quand même relativement tolérant et tolérante parce que il faut qu'on se rende compte que ce qui est en train d'être mis en place, c'est énorme et que évidemment, en face, les gens qui sont en face de nous, déjà, ils n'ont pas forcément toutes les réponses. On l'a dit tout à l'heure, il y a plein de décrets et d'arrêtés qui sont pas encore parus. Donc, pour le moment, ils savent pas répondre. Alors bon, des fois avec plus ou moins de tact, on a eu des retours de certains sécos où c'était pas terrible, mais d'autres où on a vu là que le sécos de Nancy allait réaliser ou avait réalisé la première insémination artificielle au bénéfice d'un couple de femmes. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a plusieurs vitesses, mais c'est le temps que tout s'harmonise en fait. Parce que vous me l'avez dit hier d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses. Chaque sécos avait un peu ses méthodes, ses habitudes, sa façon de faire. Et là, votre rôle à vous et le rôle du législateur. Non, c'est pas le du législateur. Mais bon, votre rôle à vous. La demande du législateur, c'est d'harmoniser les pratiques. C'est ça, exactement. Et c'est marrant parce que je pense que le commun des mortels, comme moi, on pensait que c'était quelque chose qui était forcément standardisé. Vous alliez dans le sécos de Marseille ou dans le sécos de Bordeaux, la procédure, elle est la même. Et en fait, non. Beaucoup de choses se ressemblent, mais beaucoup de choses étaient laissées aux pratiques des professionnels. Et donc, ça a posé question pendant les débats là à l'Assemblée nationale, en effet. Oui. Et du coup, donc, vous me le disiez, vous attendez des arrêtés, donc, pour le moment, sur cette fameuse date de fin d'utilisation des stocks. Il y a d'autres arrêtés, je crois, que vous attendez. Donc, je crois que c'est l'attribution des donneurs, les règles d'attribution des donneurs, c'est ça? Voilà, c'est un arrêté qui va déterminer les règles d'attribution des gamètes et d'attribution des embryons dans le cadre du don. Ok. Et on attend aussi un décret qui explique bien comment va se passer l'accès aux origines, avec le registre de l'agence d'un côté, la commission de l'autre. Tout ça, c'est des choses qui sont en train d'être travaillées. D'accord, ok. Je vais dévier complètement parce qu'on n'est pas sur le même sujet, on n'est pas sur le même sujet. Si, parce que ça a quand même un rapport avec la nouvelle loi bioéthique, mais on n'est plus sur le sujet des donneurs. Est-ce que, pour le moment, si une femme vient vers vous et souhaite auto-conserver ses ovocytes, c'est quelque chose qui est accessible dès maintenant ou il faut encore attendre des arrêtés ou des décrets? Alors, je précise que l'Agence de la biomédecine ne réalise pas les actes d'AMP, donc si une femme va vers un centre, c'est pas encore quelque chose qui est autorisé. Ça devrait l'être très prochainement. Donc, en fait, il nous manque encore des autorisations pour ces autoconservations réalisées en dehors d'un problème de santé médicale. D'accord. Ce qu'on sait, c'est à quels âges ça pourra être réalisé, mais concrètement, ça va se mettre en place prochainement, mais on n'a pas encore de date officielle. Ok, donc ça c'est pareil, il faudra qu'on en reparle. Avec plaisir. Et dernière question, mais ça je suppose que c'est les mêmes règles qui s'appliquent pour les couples hétérosexuels qui ont eu recours à une FIV. Quid de la conservation des embryons? Quand un couple a recours à une FIV, on fait un certain nombre d'embryons en fonction de ce qu'ils ont pu collecter. Les embryons non utilisés, oui. Qu'est-ce qui est prévu par la loi? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Oui, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils sont conservés, ils sont congelés. Et tous les ans, le centre va envoyer un document, une relance, pour demander ce que la personne ou le couple souhaite faire des embryons conservés. Mm-hmm. Donc la personne ou le couple peut décider de les conserver une année de plus, ou alors peut décider de les faire détruire, d'arrêter leur conservation, ou alors de décider de les donner. Et là, on peut les donner soit à quelqu'un ou à un couple, soit pour une recherche sur l'embryon. D'accord. Alors, je tiens à préciser que la recherche sur l'embryon, c'est encore très très rare. Ça doit être fait sur autorisation de l'Agence de la biomédecine, sur des projets de recherche spécifiques. C'est pas quelque chose de très développé. D'accord, ok. Il y a une nouveauté sur cette loi de bioéthique, c'est que dorénavant, pour les embryons conservés, les personnes pourront, au cours de ces relances annuelles, dire en cas de décès, si je décédais cette année, je souhaiterais que mes embryons soient donnés à un autre couple, donnés à la recherche ou détruits. C'est quelque chose qui maintenant va être demandé. D'accord. Ah oui, c'est bien d'envisager ça parce que une réponse ne peut plus être donnée une fois que le décès est là. Donc, que fait-on de ces embryons? Sinon, les embryons sont détruits en cas de décès. D'accord. Et alors, dernière question, parce que je pense que ça a quand même son importance, parce que quand ça arrive actuellement dans nos parcours à l'étranger, la conservation, elle est payante des embryons. Donc, le maintien de la congélation, elle est payante. En France, c'est un acte qui sera gratuit aussi? Oui, en France, ça va être pris en charge par la sécurité sociale, la conservation des embryons. D'accord, ok. Ce qui ne va pas être pris en charge par la sécurité sociale, c'est la conservation des gamètes dans le cadre de l'autoconservation non médicale. D'accord,
Ok. C'est une fameuse autoconservation pour laquelle on attend une autorisation. D'accord. Et donc là, c'est tout le parcours ou c'est juste la conservation qui sera pas prise en charge? En fait, ce qui sera pris en charge par la Sécu, c'est tout le bilan, le traitement et le recueil des ovocytes. D'accord. Ce qui sera payant, ça sera la conservation tous les ans. D'accord, ok. Oui, ce qui semble... Enfin, ça semble pas incohérent, en tout cas. Déjà, la prise en charge est chouette. Et puis, c'est pas des coûts exorbitants, ça doit être de l'ordre de 40 € par an. Hein. Ah oui, ça va. Évidemment que ça peut paraître beaucoup, mais c'est complètement accessible par rapport à ce que ça coûte réellement, je pense. C'est vraiment, ouais, ok. Pour demander par rapport à ce que ça coûte dans des pays étrangers. C'est ça. C'est complètement ça. Et je crois qu'on a abordé tous les points que j'avais à aborder et sur lesquels j'avais des questionnements, moi-même ou mes auditeurs. Je vous remercie beaucoup, Docteur Devienne, vraiment de vous être rendu disponible à nouveau pour nous éclaircir, parce que c'est vrai que c'est hyper flou pour nous, on va dire pour le terrain, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce qui est très flou en plus, c'est que comme les sécos ne savent pas non plus ou sont assez dans le flou eux aussi, en fait ça génère un peu de l'inquiétude, de l'angoisse et surtout ça génère un sentiment qui n'est pas justifié à mon sens, mais que je peux comprendre, d'un manque de volonté de faire avancer les choses comme il faudrait, on va dire. Je pense que c'est surtout de l'impatience que les choses se mettent en place très vite, tout de suite et c'est sûr. Et en fait, ça prend un peu de temps tout ça, mais je comprends la patience. Oui. Après nous, avec cet enregistrement et le précédent, je pense qu'on comprend vraiment bien que, mais c'est hyper compliqué en fait à mettre en place. On peut pas du jour au lendemain tout changer. Alors c'est vrai que la question qui s'est posée et qu'on a eu du mal à comprendre, c'est cette levée de l'anonymat en même temps que l'ouverture de la PMA. Enfin, on s'est dit mais ça va être le bazar. Et d'ailleurs, c'est un peu le bazar. Mais maintenant que on sait que les stocks sont énorme, soyons clairs, en fait, ça laisse le temps de mettre tout ça en place tranquillement. Donc c'est hyper rassurant. Il faut être confiant. La mise en œuvre, là, elle est en train de se faire et c'est quand même un énorme changement pour tout le monde, pour les centres, mais c'est en train de se faire. On en a conscience. Et puis on voit bien que les choses avancent parce qu'on voit que les premières inséminations, elles ont lieu. Donc finalement, on voit que l'accès aux donneurs, il se fait. Enfin voilà, tout est très rassurant là sur cette fin d'année 2021. Ça avance. Merci beaucoup en tout cas et merci pour tout le travail que vous menez parce que c'est pas rien. Un très grand merci à vous. Et puis du coup, je vous dis à très bientôt pour un nouvel enregistrement. Avec plaisir. Merci beaucoup, Docteur Devienne. À très bientôt. À très bientôt. Vous l'aurez compris, nous avançons, mais la mise en application d'une loi n'est pas sans délai. Si nous avons eu beaucoup de réponses dans cet épisode, il en manque encore et je m'engage à réenregistrer dès que les décrets et les arrêtés seront parus. En attendant, dans ce laps de temps, il est essentiel de sensibiliser au don d'ovocytes. En parler, c'est déjà agir. Je vous rappelle que pour pouvoir faire un don d'ovocytes, les seules conditions sont d'être en bonne santé et d'avoir entre 18 et 37 ans. Si cet épisode vous a plu, cette fois-ci je vous l'ai dit dès l'intro, vous pouvez le partager. Je pense qu'il répondra et apportera des réponses à beaucoup de questions et à beaucoup de personnes. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le noter sur votre plateforme d'écoute en laissant 5 étoiles, c'est le mieux pour moi. Et vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, vous savez que ça c'est plus pour moi, pour mon ego. Je vous propose de vous retrouver sur la page Instagram du podcast, @lesenfantsvontsbien-podcast, pour pouvoir poursuivre la discussion sur ce sujet en rapport avec l'Agence de la biomédecine, me poser des questions complémentaires pour le prochain épisode. Et si vous souhaitez, nous pourrons aussi aborder de nouveaux sujets. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. Behind you, Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone.
Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath, and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out, so I wanna feel a little less alone, less alone.